savoir que tu as deux formes de référencement. Le référencement qu'on appelle naturel et le référencement payant. Dans les deux cas, référencer un site, c'est extrêmement simple. Un mot-clé, c'est une intention de recherche. Un mot-clé, une porte d'entrée. Plus je vais ouvrir de portes d'entrée dans mon référencement naturel, plus je vais avoir une volumétrie de trafic qui va augmenter. 200 € par mois, ça représente quoi? Généralement, ça représente 2 articles dans l'objectif de créer un contenu face aux mots-clés cibles sur lesquels on souhaite se positionner. Donc tous les mois, c'est un investissement de 200 €. Quand je veux faire du référencement payant, je sais que dès demain, je peux avoir du trafic et des clients. Et c'est ça qui est magnifique. En termes de prix, ce que ça coûte, Le prix du clic est défini par la compétition. et ça, c'est quelque chose qui vient que à partir du moment où on commence vraiment à bloquer sur le positionnement sur les mots-clés de par la production de contenu. Et de pouvoir faire 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, mathématiquement parlant, c'est faisable. Tu peux m'expliquer un peu ce que c'est que le référencement? Oui. Bon, le référencement, ça consiste à être trouvé dans un moteur de recherche lorsqu'un utilisateur va effectuer une recherche. En réalité, on appelle ça référencement, mais on devrait plutôt appeler ça du positionnement. Parce que référencer un site, c'est relativement simple. Il faut savoir que tu as deux formes de référencement. Le référencement qu'on appelle naturel et le référencement payant, et qu'on va, je pense, détailler ensuite. Dans les deux cas, référencer un site, c'est extrêmement simple. Une fois que j'ai fabriqué mon site, je vais l'enregistrer auprès de Google dans un outil qu'on appelle la Search Console. J'appuie sur un bouton, je suis référencé. Mais évidemment, être référencé en 50e page sur un mot-clé qui n'apportera jamais un client, C'est pas intéressant. c'est pas intéressant. Et pourtant, tu es référencé. Et généralement, c'est là-dessus que beaucoup de personnes ne comprennent pas réellement ce qu'ils viennent à signer avec un prestat, parce qu'on leur dit, voilà, vous allez être référencé, mais derrière, oui, vous êtes référencé, mais Ouais. j'ai pas de trafic sur le site. Bien Comment sûr. ça se passe? Et ça, il y a pas mal de boîtes qui en profitent. Elles disent, je fais votre site. Et en plus, dedans, il y a le référencement. Il joue sur le mot. Voilà. Mais il n'y a pas le positionnement. Et donc, quand on va parler référencement dans ce podcast, en réalité, on va parler de positionnement. Donc voilà, il y a deux formes de référencement. Il s'agit d'être trouvé lorsque quelqu'un effectue une recherche. Il faut savoir que le référencement, c'est l'un, si ce n'est le meilleur canal d'acquisition de nouveaux clients ou quand on est dans l'e-commerce, de vente. Pourquoi ? Parce que par définition, si quelqu'un cherche un produit, un service, en réalité, il cherche une solution à un problème ou à un besoin qui lui-même, il le sait, il le ressent et c'est d'ailleurs pour ça qu'il recherche. Et donc, ça génère du trafic, ce qu'on appelle intentionniste, très proche de demander un devis dans la notion de service ou d'acheter un produit. Parce que là, surtout là, après maintenant, la question qui se pose avec le référencement, parce que tu m'as parlé qu'il y avait deux types de référencement, mais ça parle donc en naturel et ou en payant. Mais après, il se décompose comment? Parce que voilà, on connaît tous le search, et puis après, généralement Google Ads pour le payant. Mais après, il y a d'autres éléments qui rentrent aussi en compte dans les différentes méthodes de référencement, notamment YouTube, je crois, un petit peu. Tu veux parler de quoi? Tu veux parler d'autres plateformes? Ouais, d'autres plateformes de référencement. Ouais. Alors, on met deux familles. Référencement naturel d'une part, référencement paye de l'autre. Dans le référencement naturel, effectivement, quand on parle de référencement naturel, principalement parce que c'est 90% de la pratique consiste à être positionné dans le moteur de recherche Google classique, que tout le monde utilise. Et dès qu'il y a un moteur de recherche quelque part, il y a cette notion de référencement de positionnement. YouTube c'en est un. D'ailleurs, je pense qu'on sera amené à en parler. YouTube, la production de vidéos est un élément permettant d'être mieux référencé, non pas dans YouTube, mais dans Google classique. On sera amené à en parler. Donc, et tu as le référencement Amazon est une forme de référencement et tout. Je pense que dans cette vidéo, on va se concentrer sur le référencement Google. Oui. Parce que voilà, c'est là où je posais la question, c'est surtout pour bien faire la distinction pour ceux qui nous écoutent. C'est que quand on parle de référencement, de façon générale, on pense tout de suite à faire une recherche sur Google. Ouais. Mais bien sûr, le référencement, ça s'étend beaucoup plus large que ça. Il y a plein de leviers de référencement qui peuvent être possibles et du coup, notamment ce que tu es en train de dire. Plein de plateformes sur lesquelles on pourrait accélérer la référencement. Effectivement, même si, comme je le disais, le principal trafic généré par le search, c'est Google. Ouais. YouTube est un gros moteur de recherche, Amazon est un gros moteur de recherche.
Après, effectivement, sur les réseaux sociaux, TikTok, il y a plein de gens, ou Insta, il y a plein de gens qui effectuent des recherches au sein de la plateforme. C'est d'autres leviers. Mais oui, quand on parle de référencement, là, on va parler principalement de référencement naturel, quand on parlera de naturel, dans Google. Bon, évidemment, quand on parle de référencement, généralement, on vient soit le faire nous-mêmes, on va y revenir un peu plus tard de comment ça fonctionne réellement, mais après, ou sinon, on passe généralement par un prestataire. Et donc, ça pose la question déjà d'une part d'investissement. Et donc, aussi, quand on parle d'investissement, après, il y a retour sur investissement. Je sais que généralement, tu parles très souvent de différents systèmes de plans de ROI Oui. en fonction d'un business model qui varie en fonction de l'entreprise. Tu peux m'en parler un petit peu plus de ces différents scénarios de retour sur investissement? Ouais. Effectivement. Des scénarios de retour sur investissement. Donc, dès qu'on parle de marketing, on parle de dépenses marketing. Et on effectue une dépense pour acquérir plus de clients, générer plus de chiffre d'affaires et de marge. Ce qui veut dire que ce n'est pas une dépense comme une dépense loisir où c'est tout, combien ça coûte, je dépense et l'argent je l'ai plus, j'ai kiffé ce que j'ai fait, le voyage, la sortie, mais j'en attends pas un retour sur mon investissement en termes d'argent. J'en attends un retour plaisir, mais pas en termes d'argent. Dès qu'on va parler de marketing digital et donc de dépenses, devant un coût, doit se trouver un retour. Et c'est toujours ce jeu d'équilibre. Ouais. Les 3 scénarios de retour sur investissement, j'y vais très rapidement. Le premier scénario, il faut concevoir que dès qu'on fait une dépense marketing, c'est qu'en fait, on est dans la procédure d'acheter des nouveaux clients. D'accord ? Il faut bien se mettre ça dans l'esprit. Un client, ça s'achète. L'enjeu, c'est de tomber dans l'un des 3 scénarios et de le maîtriser. Premier scénario, je vais acheter mon client, c'est-à-dire toutes les dépenses, là on va se focus sur le référencement, toutes les dépenses liées à mon référencement, divisé par le nombre de clients, m'amène le fait que j'ai acheté chaque client moins cher que ce qu'il m'a rapporté. Et que l'argent revient rapidement. Et cette démonstration de ce retour sur investissement est beaucoup plus parlant sur le payant, on en parlera après. Deuxième scénario, j'achète toujours mon client moins cher que ce qu'il me rapporte. Je fais de la marge à chaque nouveau client acquis. Le problème, c'est que ce retour d'argent, mon retour sur investissement, ne se fait pas immédiatement. Il prend du temps. Le problème, c'est que comme il prend du temps et que moi je veux récupérer cet argent pour le réinvestir et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite, ma vitesse de croissance est bloquée. Parce qu'il faut que j'attende à chaque fois. Typiquement, c'est le cas que nous, on a rencontré avec une cliente qui est dans l'immobilier, où justement, voilà, c'est l'immobilier, c'est cycle de signature très très long. Exactement. Tout ce qui va être cycle de signature long, comme beaucoup de business de service d'ailleurs. Dès que tu vas avoir un cycle de signature long, il faut que ta trésorerie grossisse. Voilà. Après, évidemment, tu peux être dans un business de service, de conseil, où ton coût d'acquisition est tellement faible que c'est pas grave d'attendre. Tu peux en acquérir plein quand même avec peu de trésor. C'est de plus en plus rare, les business où les coûts d'acquisition de nouveaux clients sont faibles, mais ça peut arriver. Si tu tapes bien dans un angle, notamment d'un point de vue publicitaire ou alors SEO, long terme. Donc voilà les 3 scénarios de retour sur investissement, mais effectivement, ils sont beaucoup plus parlants. Ils deviennent sur la table, il est très important de les comprendre et de les maîtriser, principalement quand on va s'attaquer à la publicité, au référencement dit payant, Google Ads. Alors, justement, on travaille ensemble depuis longtemps. C'est principalement toi qui as nos différents prospects ou clients au téléphone. Et ta grosse partie, l'une de tes grandes spécialités, c'est justement le référencement naturel. Exactement, c'est ça. Pour répondre à la question, combien ça coûte le référencement naturel et quel est son retour sur investissement potentiel ? Est-ce que tu peux m'expliquer déjà, c'est quoi le référencement naturel ? Comment ça marche ? Et du coup, après comment ça marche, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça marche ? Et du coup, c'est ça qui a un coût. Et du coup, combien ça coûte ? Ok. Déjà, je vais reprendre ce que tu disais tout à l'heure. On parle bien de... Là, c'est du référencement naturel, mais là, c'est du positionnement naturel. Il faut bien faire la distinction parce que, voilà, on va le appuyer, puisque derrière, un site peut être indexé, référencé, sans pour autant se positionner sur des mots-clés et faire du trafic. Donc, grosso modo, le référencement naturel, c'est quoi ? C'est, on a
on est sur un secteur d'activité, on a besoin de se positionner sur des mots-clés qui vont être générateurs de trafic. Et donc derrière, pour faire ça, il faut bien prendre en compte que le référencement naturel, ça compte sur 3 piliers. Comment on fait pour se positionner sur ces mots-clés? Il y a 3 cases à cocher, donc la partie technique, la partie notoriété et la partie contenu. Généralement, la partie technique, ça se fait déjà à la base sur le site web. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte tous les éléments donc pour faire en sorte que le site soit déjà simple de navigation, donc prendre en compte l'expérience utilisateur. Après, c'est tout ce qui va être l'ensemble de tout ce qui va être au niveau du code, etc. Faire en sorte que le site soit rapide de chargement. Généralement, ça se base là-dessus. Après, bon, il y a des éléments plus techniques comme les Web Cores Vitals. Donc, on va éviter de rentrer trop dans le détail. Mais c'est de faire en sorte que le site soit le plus rapide possible. Parce que derrière, voilà, votre site va être en concurrence avec vos concurrents. Et donc, si votre site il est à la ramasse au niveau du temps de chargement et que le site du concurrent est plus rapide, Google il aura vite fait de faire le choix. Maintenant, ça c'est un point qu'il faut corriger dès le départ. On peut tout de même travailler le référencement d'une autre manière, mais il faut faire en sorte que tous les points soient ouverts et éviter d'avoir la belle voiture avec le moteur qui est cassé. Derrière, ce qui va compter, c'est la notoriété et le contenu. J'ai pour habitude de dire que les deux vont de pair parce que indirectement, quand on travaille du contenu, donc c'est-à-dire rédiger des pages, des articles, ou même faire des vidéos qui seront sur le site pour se positionner sur un mot-clé en particulier. Derrière, ça va améliorer la notoriété. La notoriété, elle se travaille aussi en dehors du site, par le biais du bouche à oreille, ou d'autres personnes sur Internet qui vont venir faire un lien en direction de votre site. Donc, technique, notoriété, ça, c'est deux des 3 piliers. Maintenant, le pilier principal et le plus important qui va faire à 80% les résultats, ça va être de produire du contenu. L'objectif, quand on vient à faire du contenu, donc c'est on choisit un mot-clé cible. L'objectif, c'est de répondre à quoi? C'est une intention de recherche. Un mot-clé, c'est une intention de recherche et ça, il faut faire vraiment très attention. Si on a l'objectif de se placer, par exemple, sur recette gâteau au chocolat, il faut produire un contenu où l'utilisateur attend une réponse bien spécifique dédiée à recette gâteau au chocolat. Typiquement, voilà, je fais ma recette gâteau au chocolat, j'arrive, je regarde les 3 premiers résultats, j'ai la recette complète du gâteau au chocolat. Tant mieux, je suis content. Google, il va les laisser en premier. Si vous arrivez et que vous faites un contenu de type recette gâteau au chocolat, mais que dans le contenu, ça parle de recette gâteau à la vanille, derrière, Google, il ne va pas vous placer. Et donc, directement, on peut se dire pourquoi mon contenu il est quand même pertinent, on va se placer sur d'autres mots-clés. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que Google, avant tout, c'est une entreprise. Si derrière, lui, son objectif, c'est de faire en sorte que les personnes qui viennent sur son moteur de recherche, donc les utilisateurs, puissent avoir réponse à toutes leurs questions. Et donc, c'est pour ça qu'il va être très minutieux dans la façon dont il va étudier votre contenu. Si le contenu n'est pas suffisamment pertinent par rapport aux mots-clés et qui ne correspond pas à l'intention de recherche, il ne vous placera pas parce que s'il met des mauvais résultats dans les meilleurs placements, derrière, à la porte. Plus personne utilisera Google et derrière, Google, c'est finito. Puis après, derrière, on passe sur ChatGPT, par exemple. Mais voilà un petit peu comment ça se passe. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, Google, c'est une boîte. Comme tout type de boîte, elle doit générer du cash. C'est ça. Le modèle économique de Google étant le clic sur des publicités, le référencement payant, le Google Ads. Ouais. Pour qu'il y ait le plus de gens possible qui cliquent et donc qui gagnent de l'argent, il faut qu'il y ait plein d'utilisateurs qui utilisent Google. Oui. Pour qu'il y ait plein d'utilisateurs qui utilisent Google, ils doivent se dire c'est génial Google, quand je cherche, je trouve. Et pour qu'ils trouvent lorsqu'ils cherchent, il faut produire les bonnes réponses. Donc en fait, le référencement naturel, c'est fabriquer les meilleures réponses face à un mot-clé. Exactement, c'est ça. Celui qui gagne étant celui qui fabrique la meilleure réponse. C'est ça. Dans tous les cas, il y aura toujours... On va arriver, on va faire un bon contenu, on va être positionné. Le concurrent derrière, il va voir que vous avez fait une bonne réponse parce que lui, il commence à redescendre. Il va retravailler son contenu derrière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quelque chose qu'il faut être régulier dessus. C'est une course, c'est un marathon qui ne s'arrête jamais. On peut très bien prendre de la distance et de l'avance, mais derrière, après, si on commence à se reposer un peu sur les lauriers, les concurrents ils vont revenir encore plus vite et encore plus fort pour vous dépasser. Donc c'est pour ça que derrière, il faut être régulier. Maintenant, il y en a beaucoup qui peuvent se poser la question de est-ce que le référencement naturel, c'est fait pour moi? Parce que la question peut très bien se poser. Généralement,
il y a la question en soi, elle n'a pas à se poser parce que c'est fait pour tout le monde. Maintenant, c'est à voir si l'entreprise, elle en a réellement besoin, si justement, de par les autres axes d'acquisition qu'elle a, que ce soit bouche à oreille ou que ce soit en passant par des organismes qui renvoient les clients vers eux, etc. Si justement, grâce à ces leviers-là, c'est suffisant, mais dans l'objectif de se développer, au niveau digital surtout, le référencement naturel sera adapté pour tout le monde. Le tout, c'est d'avoir une stratégie d'acquisition de trafic pour le naturel qui soit optimisée et on point sur tous les points. Maintenant, après, surtout, c'est l'autre question qui peut suivre, c'est quand est-ce qu'il faut commencer. Généralement, c'est dès qu'on arrive sur le marché du digital, dès qu'on souhaite développer le référencement naturel, c'est le faire dès le départ. Tout de suite. C'est-à-dire quand exactement? Alors, c'est simple. Imaginons, je prends le cas d'un prospect qui, généralement, avec qui j'ai l'habitude d'échanger, qui me dit, voilà, je veux créer un site web et je veux par la suite faire du référencement, mais bon, ça, je le prends, donc référencement naturel. Je veux commencer d'ici 6 mois. La question, généralement, quand je le téléphone, je fais pourquoi attendre 6 mois? Oh, bah, on verra bien plus tard, en fonction des résultats que j'aurai après que mon site soit créé. Sauf que ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'un site, quand il est mis en ligne, il est mis en ligne. Derrière, Google, pour lui, c'est un énième site qui est dans une énième goutte d'eau en fait dans la mer. Il va pas vous apporter plus d'intérêt que ça. Et donc, il va voir le contenu qu'il y a sur les pages préexistantes du site, donc page accueil, le petit qui sommes-nous, la page service. Mais après, ça s'arrête là. Et donc, plus tôt on commencera à produire du contenu dans l'objectif de se référencer sur des mots-clés, plus vite on aura des résultats. Parce que derrière, il faut rappeler, il faut faire des signaux d'alerte à Google pour dire on est présent, on travaille. Moi, grosso modo, le message qu'on veut faire passer à Google, c'est je suis là pour te rapporter du cash, parce que du coup, l'objectif, c'est que le site puisse être positionné sur les meilleurs mots-clés, dans les meilleures positions. Et donc, plus on commence tôt à produire du contenu, plus tôt on fait des signes à Google et plus tôt il va finir par nous faire il va nous récompenser en nous positionnant sur les meilleurs résultats de recherche. Ouais. Et d'ailleurs, moi, sur la notion de temporalité, moi, je dis toujours, effectivement, commencer le naturel, l'organique, le plus tôt possible. Ouais. Et donc, il y a des créateurs de boîtes qui me disent, ok, très bien, j'ai compris. Donc, je vais commencer le référencement naturel quand mon entreprise sera déjà créée. Oh là 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 là, t'as rien compris. Si tu envisages de créer une société dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 4 ans, commence maintenant. Ouais. Tu crées un site, t'as toujours pas d'entreprise. Même un petit site Un blog. Voilà. Tout simplement. Tu crées un blog maintenant. On verra quand tu créeras ta boîte. Et ce que tu vas faire dès maintenant, tu vas créer du contenu sur ce que tu envisages de faire, parce que la boîte n'est pas créée. Tu parles, je sais pas, tu envisages de créer, je sais pas, je sais pas, à manger pour les chevaux. Je connais rien en chevaux, mais ouais. Ok, je vais créer une nouvelle marque de croquettes pour chevaux. J'imagine qu'ils ne mangent pas de croquettes. Donc tu vas, au sein de cette blog, parler de chevaux, parler des différents types de croquettes, ce que tu reproches aux différents types de croquettes. L'entretien pour les chevaux. Exactement. Tu vas parler des chevaux et de l'alimentation des chevaux. Pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans. Voilà ce qui va se passer. Numéro 1, en ayant fabriqué du contenu depuis 3 ans, le jour où tu crées ta boîte, tu es déjà référencé. Et donc, tu as déjà des retours. Parce que là, derrière, tu as déjà du trafic qui est généré. Et donc, potentiellement, déjà des prises de contact qui vont se faire. Parce que le blog sera devenu un vrai site avec des produits, notamment. Parce que du coup, j'imagine que là, on sera sur un site e-commerce. Mais Écoute bien mon point de vue parce que je l'ai vécu 20 fois. Tu crées du trafic, le jour où tu as créé ta boîte, tu as déjà du trafic. Tu n'as pas n'importe quel trafic, tu as du trafic ultra qualifié parce que c'est du trafic qui n'est pas venu par hasard. Oui. Puisque le fait que tu produises de contenu va attirer des amateurs de chevaux. Ces gens-là, en te voyant fabriquer du contenu et être pertinent, puisqu'il est évident que si tu fabriques du contenu pendant 2 ans, tu es pertinent dans ce que tu dis. Oui, c'est sûr. Ils vont te contacter sans même que tu leur demandes et ils vont te dire « C'est génial ce que vous êtes en train de faire. D'ailleurs, si vous pouviez créer tel produit. » Et en fait, ce que ça va faire, c'est que le jour où tu crées vraiment ta boîte, tu as déjà du trafic, tu as déjà des clients et en plus d'avoir des clients potentiels, tu as des gens qui t'ont dit « Ce que je veux comme produit, c'est ça. » Et quand tu vois, je ne sais pas, sur 100 personnes, 80 t'ont demandé que c'est ça le produit qu'ils veulent, tu ne vas pas créer un autre produit, tu vas créer exactement le produit qu'ils veulent. Ouais, ça te permet de réfléchir justement à toi, la vision de pensée que tu avais avant de créer la boîte, de dire tiens, je vais faire tel produit.
Et au final, tu te rends compte que c'était là, si tu avais lancé l'entreprise dès le départ, tu étais complètement à côté de la plaque. À côté de la plaque. Souvent, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Les gens, ils créent une boîte. Alors, voilà le scénario. Le mauvais scénario, celui qui marche quasiment jamais. J'ai une idée d'entreprise. J'en parle à personne. Je mets 2 ans à faire mes statuts. C'est quoi? C'est une SARL, c'est une SAS. En fait, on s'en fout. Les trucs qui servent à rien. Ce qui compte, c'est de vendre. On verra le statut après. En fait, tu te poses 1 milliard de questions. Tu fais des tableaux Excel. Je vais créer tel produit. Et tout ça, c'est dans ta tête. Le jour où tu crées ta boîte, toc, 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 bonjour les amis, tu fais un post sur les réseaux sociaux, j'ai créé ça, et la personne n'en veut. Ben, en fait, c'est grosso modo, là, ce que tu racontes, c'est un petit peu comme si tu faisais une étude quantitative et qualitative en grandeur nature. Bien sûr. Et tout en générant ton propre trafic et ton propre business. Ça, c'est la bonne procédure. Et ça illustre très bien que dans l'organique, plus tôt tu commences, mieux c'est. Ok pour ça. Je reviens sur une notion parce qu'elle me paraît très importante. Ouais. Le référencement, c'est de positionner sur des mots-clés. Oui. Premièrement, quels mots-clés? Alors ça, déjà, ce qu'il faut... déjà, quand on vient à rentrer à travailler le référencement, donc, soit on s'en occupe en interne, ou soit on passe par un prestataire. Le tout, c'est de bien forcément connaître le produit ou le service qui va être mis en avant. Et du coup, il faut bien cibler les mots-clés. Donc, c'est comme tu me disais. Et c'est là qu'il faut justement souvent avoir des outils sous la main pour pouvoir permettre de pouvoir rechercher l'intention de recherche derrière un mot-clé. Parce qu'on ne va pas s'amuser à taper n'importe quel mot-clé au hasard en se disant ouais, tiens, je vais me placer sur devis, je vais me placer sur machin. Ça n'a rien à voir. Là, derrière, on va reprendre l'exemple de recette gâteau au chocolat. Disons, je suis un pâtissier, je propose mes services pour faire des gâteaux à la maison, pour des anniversaires, pour des mariages ou peu importe. L'objectif, c'est quoi? C'est, ok, quel mot-clé je vais cibler? Dans un premier temps, moi, j'aime bien, c'est de donner cette visualisation des différents mots-clés sous une forme de jeu de fléchettes. Le centre, il rapporte le plus de points, donc c'est les mots-clés qui vont être extrêmement précis, où justement, on va taper pâtissier, mariage, gâteau, mariage, gâteau, anniversaire, etc. Donc ça, c'est le centre de la cible. C'est là où on est sûr que si on se positionne dessus, on a de grandes chances que l'utilisateur finisse par convertir, faire une prise de contact. Donc là, on est génial. Donc après, on regarde les autres, la zone qui est à côté de la zone centrale. Donc là, c'est des mots-clés qui vont être plus à aller chercher des utilisateurs qui font potentiellement un mariage, vont potentiellement faire un anniversaire, et ils vont peut-être, par exemple, taper soit recette gâteau au chocolat, soit organisation anniversaire, organisation mariage, des requêtes qui vont être juste un tout petit peu, un peu plus en amont du besoin de faire appel à un pâtissier. Et après, donc, on va encore plus large. Donc après, c'est quand on a fini de faire l'ensemble des mots-clés qui vont être centrales et un petit peu plus en amont de la recherche. Là, on cherche encore plus loin en arrière. Donc c'est de là dont on essaie de taper un peu plus large sur des mots-clés plus classiques. Ça peut typiquement être alors dans ce cadre-là, ça peut potentiellement être juste des recettes ou juste gâteaux classiques, et on ne va pas chercher de recettes, ce qui est complètement différent de recettes gâteau mariage ou gâteau mariage. Là, on fait recette, on fait des articles sur de la recette de gâteau, peu importe quel gâteau c'est. Ce qui est bien, c'est que l'utilisateur qui arrive, il tombe sur l'article recette de gâteau à la vanille, on change le sujet, mais peut-être que cette personne-là qui fait cette recette de gâteau à la vanille, elle a peut-être prévu de faire un mariage bientôt. Qu'elle connaît quelqu'un de son entourage qui va faire un mariage. C'était très loin. Voilà, il est très loin de la cible. Il est très loin de la cible. Mais pour autant, derrière, ça permet d'ouvrir plusieurs portes d'entrée. Des portes d'entrée qui vont tomber directement sur la prise de contact, ou des portes d'entrée qui vont juste mettre un pied, justement, dans la potentielle future prise de contact. Ouais. Parce que ce que j'aime bien, c'est une notion que j'utilise souvent, une analogie que j'utilise souvent, c'est la notion de porte d'entrée. Il faut bien comprendre que faire grossir son trafic, c'est cumuler des portes d'entrée. Oui. Un mot-clé sur lequel je suis positionné relativement haut va m'apporter quelques visiteurs par jour.
Donc, chaque mot-clé accumulé va m'apporter des visiteurs par jour. C'est une sorte, comme un magasin, un mot-clé, une porte d'entrée. Plus je vais ouvrir de portes d'entrée dans mon référencement naturel, plus je vais avoir une volumétrie de trafic qui va augmenter. Il est clair que, si je reprends ton exemple de la cible, une fois que j'ai fait la cible rouge et que j'en veux plus de trafic pour générer potentiellement plus de commandes, je dois aller chercher un peu plus large, comme tu dis, une intention en amont. Le rouge, pâtissier, mariage, Paris. En amont, comment organiser un mariage. Et très en amont, je dirais, comment rencontrer l'homme de sa vie. Par exemple. Comment rencontrer l'homme de sa vie? On est très loin de se marier, il va falloir déjà le rencontrer. Comment organiser un mariage? Je suis déjà avec quelqu'un et je vais me marier. 3, il me faut un gâteau, il me le faut tout de suite. Et c'est ça que j'aime bien dans le référencement naturel, c'est ça qui en fait sa spécificité, sa capacité à long terme à avoir des gisements de trafic très importants. Parce que, question, combien ça met de temps de se référencer, de se positionner, d'avoir un trafic suffisant d'un point de vue qualitatif et quantitatif pour avoir déjà des premiers clients? Ça met combien de temps si je démarre de zéro? Alors ça, c'est toujours la question 1 million parce qu'on me la pose toujours au téléphone quand on parle de questions de référencement. Derrière, on ne peut pas réellement répondre. Il y a des moyennes qui sont faites par rapport à différentes études, entre guillemets différentes études. Généralement, c'est entre 6 à 8 mois. Parce que... 6 à 8 mois, pourquoi? Alors pourquoi? Parce que... Non mais 6 à 8 mois pour obtenir quoi comme résultat? Pour obtenir des résultats en termes de trafic. Des visiteurs. Des visiteurs. Avec une certaine quantité. Exactement. Maintenant, à la conversion, on peut pas l'estimer du tout dès le départ du projet. On pourra la constater que sur le long terme. Et il n'y a pas on pourra les constater dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, etc., etc. Là, ça va vraiment dépendre de chaque spécificité et de la thématique sur laquelle on va venir à travailler. Parce que chaque mot-clé a de la concurrence. Chaque mot-clé produit un trafic avec un volume qui est complètement différent. Et chaque mot-clé a une intention de recherche qui est complètement différente. Donc, c'est possible qu'au bout de 2 mois, on ait déjà du trafic qui génère et qu'au bout de 4 mois, ça y est, on a déjà potentiellement quelques petites conversions qui arrivent. Maintenant, c'est plus le secteur va être de niche et où justement le canal du digital n'est pas forcément encore bien travaillé par les concurrents, donc on a beaucoup plus de facilité à se positionner et donc aussi à faire de la conversion parce que du coup, on est les seuls sur le marché du digital à parler justement de cette thématique qui est de niche et donc du coup, les visiteurs qui arrivent sur le site prennent contact directement. Ou après, quand on arrive sur un secteur qui va être beaucoup plus large, beaucoup plus concurrentiel, par exemple dans l'expert comptabilité, qui est un domaine très concurrentiel, surtout après dans le côté aussi local, généralement sur Paris par exemple, là ça va prendre beaucoup plus de temps si on commence avec un site tout neuf d'avoir des résultats en termes de trafic et ensuite des résultats en termes de conversion. Bien sûr. Je vais résumer. Premier pilier, technique. Oui. Tu me dis, il faut que le site soit lisible, rapide. C'est ça. Je vais juste spécifier la lisibilité. Il y a des technologies ou des manières de faire des sites web qui ne sont pas lisibles ou peu lisibles par un moteur de recherche. Comme je dis souvent, il y a eu une technologie qu'on utilisait qui s'appelait le Flash pour fabriquer des sites très animés. Les sites étaient jolis, mais c'était une coquille fermée dans laquelle quand un robot de moteur de recherche essayait de pénétrer, il se bloquait, il y avait une porte fermée. Ça, c'est mon moyen d'expliquer ce qu'est un site clairement pas lisible. Il y a des choses un peu moins évidentes. On peut avoir, par exemple, des sites où le code est tellement lourd que la lisibilité est mauvaise. Que l'algo, que le robot, lorsqu'il arrive là-dedans, il n'arrive pas à bien lire et rapidement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la vitesse de chargement. Ça provient évidemment de la structure, de la qualité du site, comment a été fabriqué le site. C'est ça. Et de l'hébergement. De la qualité de l'hébergement. On sait que dans l'hébergement, tu as l'hébergement à 2 €, tu as l'hébergement à 500 € par mois. Ce qui fait la différence, c'est la performance de la machine. Plus le serveur sera aussi proche de là où on est, plus on aura des performances. Bon, je dis pas qu'il faut que le serveur soit dans la maison d'à côté, mais si on est en France, il ne faut pas aller chercher un serveur qui est aux États-Unis. Alors là, on est complètement dans les choux. Bien sûr. Donc, sur ce premier point, partons du principe que je crée un site. On va rester sur le gâteau au chocolat. Je crée un site
d'ailleurs, dédié aux recettes de gâteaux au chocolat. Ouais. Mon concurrent crée un site le même jour que moi sur les recettes de gâteaux au chocolat. Ouais. Et qu'il est optimisé aussi bien que moi en lisibilité, vitesse de chargement. Je fabrique aujourd'hui un article de blog. On spécifie quand même que quand on dit de fabriquer du contenu, en réalité, c'est de fabriquer des pages dans lesquelles il y aura du texte, de la photo. Ouais. Et quand, globalement, sur un site, ça se produit sous forme de blog, d'articles de blog. Le blog étant l'outil au sein d'un site le plus efficace pour fabriquer plein de pages, C'est ça. constituées de plein de textes. Donc, c'est pour ça qu'on met un blog dans la plupart des sites web qui veulent faire du référencement. Donc, je reprends mon exemple. Techniquement, il est comme moi. Il a commencé au même moment et il a fabriqué un contenu, une première recette sur comment faire un gâteau au chocolat. Qui est premier dans Google ? Alors, donc là, on est au même niveau. Technique. On est au même niveau technique et de temporalité. Qui gagne ? La qualité de contenu. Là, ça, c'est le point qui va jouer. Si le concurrent a fait un contenu qui va être plus quali, pas forcément plus long, parce que si l'intention de recherche que Google a décelée par rapport aux mots-clés montre que, voilà, faut pas faire, grosso modo, plus de 500 mots, 1000 mots, parce qu'on n'a pas besoin de plus pour expliquer la recette du gâteau au chocolat, ça sert à rien d'aller faire un contenu qui va faire plus de 3000 mots, 4000 mots. Le tout, c'est de faire en sorte que le contenu soit le plus propre et quali possible pour l'utilisateur, qu'au niveau de la lisibilité, et que la réponse à sa question par rapport à sa recherche soit répondue. Donc, alors comment Google, donne-moi un exemple de comment Google va savoir que ce contenu-là est meilleur que l'autre. parce qu'il y a le temps passé sur la page. Plus il y a de temps passé sur la page, plus Google il va se dire, à moins que la personne reste sur la page en étant au téléphone et en regardant pas le contenu, ce qui est un cas extrêmement rare, c'est que le contenu il est pertinent et qu'il parle. Et au-delà de ça, généralement, ce qui va, après, si on veut nous repasser devant, parce que derrière, c'est le jeu, c'est si on veut faire en sorte de récupérer le trafic du concurrent, c'est faut voir ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il a oublié, par exemple, d'optimiser. Son contenu, il a fait un article, texte, optimisé, quali, qui répond à l'intention de recherche. Génial, on peut se baser là-dessus pour nous-mêmes aussi raméliorer notre contenu et aller plus loin que ça. L'objectif, c'est de faire passer, de faire en sorte que les utilisateurs restent le plus longtemps. Ouais. Derrière, on va être encore plus qualitatif que lui, on va faire un contenu vidéo. Ouais, bien sûr. Ça, le contenu vidéo, c'est la suite logique, surtout à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec l'évolution de l'IA, etc. Et donc, le contenu, du contenu généré par IA peut venir des fois à dépasser le contenu fait par l'humain. Là, faire de la vidéo en supplément va permettre de rajouter, d'une part, du trust flow, donc du degré de confiance. Donc, on a l'apparition soit du dirigeant de la société, du coup du pâtissier en question, qui vient montrer comment il fait la recette du gâteau au chocolat, etc., et qui explique comment ça se passe. Et en plus de ça, du coup, on a un contenu vidéo. Il faut être clair, un contenu d'une page complète. Est-ce que toi, personnellement, tu viens à la lire ? Alors, ça dépend. Ça va dépendre. Je vais reprendre la notion d'intention. Il est clair que si je cherche une recette de gâteau au chocolat, je ne veux pas l'encyclopédie du gâteau au chocolat qui 10 000 mots. On va m'expliquer l'histoire du chocolat, les 37 manières de... Non, moi, en tant qu'utilisateur, je cherche recette gâteau au chocolat. Je veux me dire, OK, ça va être simple, ça va être rapide, ça va être efficace et ça a l'air bon. Et là, ça m'accroche. Oui. Si j'arrive devant un contenu de 3000 mots, je clique, je reviens, je repars. Ou encore, tu viens juste parce que voilà, tu sais plus combien il te faut d'œufs dans ta recette, tu regardes, tu checkes, bon, t'as la recette, c'est bon. Par contre, s'il y a la vidéo et que tu n'es pas forcément un pro en cuisine, tu te dis, tiens, je vais regarder la vidéo. Je vais regarder la vidéo, je vais voir comment il fait, comme ça au moins je suis sûr de pas me tromper. Bon, au moins j'ai mon info en plus de voilà, il me fallait 3 œufs au lieu de 2, et derrière au moins t'es tranquille. Au fond, le référencement naturel moderne, c'est absolument pas différent des pratiques qu'on va produire sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, que ce soit en paid ou en naturel, parce que c'est un peu la même chose sur les réseaux sociaux, c'est quoi les 3 points, les 3 grands segments d'un contenu qui fonctionne ? 1, le hook, l'accroche. Je donne l'exemple, j'arrive sur la recette du gâteau, l'accroche elle est pourrie, c'est pas bien clair sur le fait qu'on va me dire qu'on va m'apprendre à faire un gâteau en seulement 3 étapes et en 2 minutes. Ça, c'est accrocheur. Si j'arrive sur un contenu, c'est
Alors, blablabla. Et ensuite, au bout de la 10e ligne, j'apprends que je fais un gâteau. Qu'est-ce qu'il va y avoir? La croche, elle est pas bonne. Le hook n'est pas bon. De l'autre côté, j'arrive. Je vais t'apprendre à faire un gâteau rapide en 3 clics. La croche, elle est forte. Donc, 1, le hook. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. 2, le hold time. On appelle ça le hold time, notamment dans la vidéo. C'est une fois que j'ai accroché le user, est-ce qu'il reste le hold time? Même principe. Imaginons, la croche est bonne dans les 2 pages. Je commence à scroller. Je vois qu'il y en a pour 10 km de texte dans la notion de gâteau, évidemment, dans le sujet, la quantité a une importance. Et dans l'autre, je vois que ça va être rapide et boum, en mode des lignes, tu vois, des puces, c'est ta puce. Le hold time va être meilleur parce que je prends pas peur. Là, le hold time va être moins bon alors que le contenu est plus long. Ah oui, c'est comme si t'arrivais, on te donne une pile de papier à lire, tu fais... Je m'en vais. Voilà. Et 3e cas, le CTA, le call to action, l'appel à l'action. Voilà monsieur, voilà la recette du gâteau. Cliquez ici pour télécharger le PDF complet où je donne 7 recettes de gâteau pour aller chercher l'email, le contact. Ou dans le cas du pâtissier, lui, ça serait demander un devis. Voilà, tout simplement. Donc, hook, hold, CTA, c'est les 3 steps de n'importe quel contenu. Si on est bon hook, bon hold, on va faire de la transformation. Et j'entends que le référencement naturel, c'est exactement le même principe. Tant que tu colles à l'intention de recherche et que tu structures bien tes contenus comme ça fonctionne. De ce fait, imaginons, revenons à mon exemple, mon concurrent, même niveau de qualité technique, même qualité d'hébergement et même contenu, même qualité de contenu. Il a l'accroche, il a le hold, la petite vidéo pour maximiser le hold. Et on a le même. Qui gagne? Qui est numéro 1? Qui est numéro 2? Celui qui continuera de faire du contenu autour de ce mot-clé-là. Parce que derrière, voilà, c'est OK, on a le mot-clé recette gâteau chocolat, mais recette gâteau chocolat, il va aussi déceler peut-être aussi d'autres mots-clés qu'on appelle des mots-clés de longue traîne qui vont emprunter recette gâteau chocolat, mais après, bon, là, j'ai pas l'exemple précis, mais il peut y avoir d'autres questionnements autour de recette gâteau chocolat qui méritent eux-mêmes d'avoir un article. Et donc, de par le fait de faire un article supplémentaire sur les autres, enfin des articles supplémentaires sur cette notion de recette gâteau chocolat, ça va permettre de gonfler justement déjà la notoriété du site et le degré de confiance que Google va nous apporter parce qu'on produit plus de contenu, donc on est pertinent. Et donc derrière, en plus, ces contenus déjà vu qu'eux-mêmes, ces propres contenus-là répondent aussi à l'intention de recherche, on va faire les liens entre eux, donc ce qu'on appelle du maillage interne. Donc pour visualiser, c'est comme si on avait une petite flamme à droite, à gauche, on les lie ensemble et ça fait une grosse flamme pour après faire envoler la montgolfière, donc le site. Et donc on fait après les liens petit à petit en direction aussi de l'article recette gâteau chocolat où le concurrent était au même niveau que nous, que ce soit au niveau de qualité, vitesse et pertinence au niveau du contenu et de la vidéo. Là derrière, c'est là que ça va venir à jouer. Et c'est là on va venir à contrebalancer en produisant des contenus annexes par rapport au contenu principal. Ok, donc en fait, autour de ma page principale du mot-clé que je vise, celui qui gagnera, c'est celui qui va produire d'autres contenus liés par des liens hypertextes, c'est le maillage interne, qui va en fait donner de la force, renforcer les fondations globales de mon site et qui va pousser le contenu. Ouais. Alors, je reprends mon exemple. Imaginons, techniquement, pareil. Qualité du contenu central, la recette du gâteau chocolat, pareil. Vite, cadence de production d'autres contenus qu'on va mailler, pareil. Le mec, c'est mon jumeau. Il fait pareil, avec la même cadence, la même régularité et la même qualité. Qui gagne? Qui est 1? Qui est 2? Alors, là, après, donc, à mon sens, c'est la notoriété qui va jouer. Le 3e pilier. Voilà. Le 3e pilier. Notoriété. Et donc ça, après, comment ça se travaille? Donc, ça se travaille d'une part par le contenu. Donc, partons du principe que là, pareil, on est encore à même pied d'égalité avec le concurrent, même degré de notoriété. Sinon, on veut l'évoluer, ce degré de notoriété. Donc, on reste sur la partie du digital, parce que derrière, cette notoriété peut être travaillée à côté.
Mais derrière, on peut mettre en place ce qu'on appelle une stratégie de backlinks. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin d'augmenter ma notoriété. Je peux potentiellement soit faire appel à un contact qui, lui, est dans la même thématique, donc que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans la pâtisserie, voilà, qu'on reste quand même dans la même thématique de la cuisine. Donc, qui lui-même a aussi un site, mais qui est au niveau de son degré de notoriété est aussi bien reconnu autant reconnu que le mien, mais dans un autre secteur. Lui, par exemple, il est potentiellement boulanger, il fait des repas gastronomiques. Si je lui demande de faire un article sur le sujet de recettes gâteaux au chocolat, par exemple, moi-même, je peux le rédiger, ce contenu, ou lui-même peut le rédiger, mais derrière, dans cet article-là, on va lui demander de faire un lien en direction de notre site. Et ça va nous permettre de profiter de sa notoriété pour augmenter aussi indirectement la nôtre. Typiquement, voilà, si Philippe Etchebest, un grand cuistot, sur son site, parle de recettes de gâteau au chocolat puis qui fait un lien vers notre site, là, on a tout gagné. Notre position, elle augmente d'un seul coup. Là, pourquoi faire confiance au concurrent qui n'est pas cité par Philippe Etchebest alors que nous-mêmes, on est cité par Philippe Etchebest? C'est que, aux yeux de Philippe Etchebest, on est quand même quelqu'un de respectable qui bosse bien. Ouais, c'est une preuve que notre contenu est de qualité, sinon jamais il aurait envoyé un lien. Exactement. Ouais, bien sûr. Alors, tu vois, sur la notoriété, moi, ce que je dis, c'est que, numéro 1, effectivement, de manière organique, de manière totalement naturelle, si tu fabriques du contenu unique et exceptionnel, ce qui est très difficile à faire, de manière normale, les gens vont parler de toi. C'est fantastique ce que tu fais, donc on en parle. C'est relativement rare, notamment dans le milieu de l'entreprise. Ok ? Si tu es un grand inventeur, si tu as vraiment une innovation particulière, oui. Mais sinon, c'est extrêmement rare. C'est ce qui fait qu'on amène au levier numéro 2, tenter de le mécaniser, de le forcer un peu, c'est-à-dire payer d'autres sites ou d'autres plateformes pour qu'ils parlent de nous. Ok, je te donne 100 €, tu me fais un article et tu mets un lien vers moi. Exactement. Très clairement, c'est ce qui se passe massivement aujourd'hui. Mais de manière globale, la notoriété de la marque, de mon site, de mon entreprise, c'est tout simplement de ne pas m'arrêter au référencement standard, mais de parler de moi, de ce que je fais sur les réseaux sociaux, participer à des podcasts. Bref, plus on va me voir, plus on va me consulter, plus ça peut générer mécaniquement des recherches dans le moteur de recherche. Je suis sur le nom de mon entreprise. Et plus on va taper le nom de mon entreprise dans Google, plus Google va se dire « Attends, c'est marrant ça. Les gens le cherchent. Pourquoi ? Donc ça doit être bon. » Boum, des points supplémentaires. Donc l'autorité, elle est globale. C'est un travail global sur son entreprise. Exemple typique. Carglass. Ils ont fait de la pub à la télé. Ils ont utilisé ce point-là de marquer le nom directement. Carglass.fr pour tomber directement sur eux. Bon, déjà aussi parce qu'il y avait des concurrents qui utilisaient leur nom. C'est surtout ça, ouais. Mais derrière, ça a aussi une volonté d'améliorer aussi donc la recherche en direct. Donc, on tombe directement sur leur site. Donc, notoriété explose parce que Google il va dire tout le monde tape carglass.fr pour tomber sur carglass.fr et pas un autre site. Bon, je vais les positionner sur les autres mots-clés qui sont en cohérence avec le pare-brise. Moi, dans le cas de Carglass, je pense que la principale raison pour laquelle actuellement dans leur spot publicitaire, ils disent surtout mettez le .fr, c'est parce qu'effectivement, il y a des mecs qui font de la pub, parce que Carglass, sur le mot Carglass, ils sont le premier, que tu mettes .fr ou pas .fr. Oui, non, c'est sûr. C'est juste parce qu'il y a des mecs qui font de la publicité Google Ads au-dessus, parce que tu as le droit de le faire, si tu ne protèges pas ta marque, tu as le droit de le faire. Et donc, eux, ils disent mettez bien .fr. Mais bon, c'est un très bon exemple, Carglass, parce que dès que tu fais du spot publicitaire, ce qui n'est pas du référencement, c'est pas du référencement, faire un spot publicitaire à la télé. Mais qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des millions de gens qui vont taper le nom de ta marque. Oui. Bon, il faut avoir les moyens de le faire, mais oui, c'est un très bon exemple. Et en plus, là récemment, de stratégie. Et là récemment, j'ai revu ce cas-là typiquement, parce que t'as pas beaucoup déjà d'entreprises qui peuvent se permettre de faire des pubs à la télé. Mais c'était pour un site justement de coaching sportif, machin. Donc une plateforme en fait pour trouver un coach. Et pareil, tapez notre nom sur Google. Donc l'objectif il est bien là, c'est pour. Mais bien sûr. D'ailleurs, bon, on va pas déployer ça, mais dans ce podcast, mais il y a plein de stratégies où tu vas utiliser les canaux publicitaires. Notamment, tu peux faire sur Facebook une campagne de trafic dans lequel tu vas mettre aucun lien vers ton site, mais tu vas juste dire taper le nom de ma marque. Ouais. Mais tu sais,
par exemple, quand tu tapes prix référencement, on est premier sur Google. Pour renforcer, parce que c'est pas parce que tu as la première position que tu vas y être à vie. Bah c'est marrant. Renforcer une position, une très bonne stratégie, c'est de faire une publicité. Prenons LinkedIn. Tu fais, on est excellent en référencement. La preuve, tapez prix référencement dans Google, vous verrez qu'on est premier. Et donc, quand les gens vont taper prix référencement, vont cliquer sur ton site, vont faire du temps passé. Et donc, tu renforces ta position par des stratégies qui ne sont pas à la base du référencement. Dans un sens, c'est un petit peu un côté, entre guillemets, malsain, dans le sens où, en fait, on va profiter déjà d'avoir gagné cette notoriété, d'avoir la première position. Et donc, du coup, bah, là, on met carte sur table pour faire en sorte de garder cette position-là le plus longtemps possible. Donc là, c'est une technique, justement, qui n'est pas beaucoup utilisée en plus, d'ailleurs. Non, qui n'est pas beaucoup utilisée parce que finalement, elle est avancée. Dans le quotidien de la plupart des boîtes pour lesquelles on travaille, donc je rappelle, je ne sais pas combien de dossiers de gestion de référencement, mais on doit être une 50aine, une 60aine aujourd'hui, des tout petits sites, de petites entreprises, mais aussi des énormes sites, de gros leaders, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs mensuels. Et globalement, elles ont tout un point commun, c'est que le référencement, c'est nous qui le faisons. Elles nous sous-traitent le référencement. Pour une somme mensuelle. La plupart de ces boîtes, une fois qu'elle a enclenché avec nous, qu'elle voit ses résultats augmenter et qu'elle a des prospects qui rentrent, elle ne se pose pas particulièrement la question, est-ce que je devrais dépenser 10 000 € dans un spot publicitaire ? Et comme, en fonction de leur taille de boîte, le budget qu'ils investissent en référencement, finalement, ça se tient, très peu vont avoir l'envie de dépenser, parce que quand on fait de la publicité pour générer du nom de marque dans le moteur de recherche Google, c'est de la dépense. La plupart vont dire, ça marche très bien comme ça. C'est vrai. Ces stratégies-là ont un énorme impact quand, premier cas de figure, tu as conscience que la position que tu as, elle est très bonne. Elle génère du prospect entrant et de qualité. Tu fais tout pour la renforcer. Mais à qui ça vient à l'esprit ? Des boîtes comme nous. Et 2, tu es dans un marché concurrentiel, très concurrentiel. Et en fait, il est juste nécessaire de procéder comme ça. Ça, c'est des très, très grosses boîtes qui ne sont pas nos clients. Des boîtes du CAC 40, des grands. Ah oui. Même si on a des clients qui sont des filiales de grands groupes, on n'a pas de grandes marques dans nos clients. Et c'est là qu'il faudrait les conseiller pour le faire. Mais d'ailleurs, ils le font. Une grande marque, par définition, toutes les grandes marques font de la publicité à la télévision. Voilà. OK pour ça. Je résume. Google, c'est une entreprise qui a un modèle économique basé sur la publicité. Comme tout modèle économique basé sur la publicité, il doit y avoir plein d'utilisateurs qui utilisent l'outil pour que certains cliquent sur les pubs, pour qu'ils génèrent du cash. Pour que les utilisateurs se disent « je vais utiliser Google », il faut que chez Google, quand on cherche quelque chose, on trouve. Moralité, le référencement naturel, c'est la compétition entre nous tous, fabricants de contenu. Et il nous mettra en premier si on a le meilleur contenu face à une requête, face à une question. Il nous mettra en deuxième si on est les deuxièmes meilleurs, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Être meilleur, c'est 3 piliers. 1, technique, il faut être lisible, rapide. 2, le contenu, il faut produire du contenu de qualité, qui répond bien aux intentions de recherche, et si possible, de manière régulière. Pourquoi ? Parce que si c'est pas régulier, le concurrent passera devant. 3, la notoriété globale, par la qualité du contenu en lui-même, pour créer de la notoriété organique. 2, l'achat de backlink avec des partenaires. 3, la notoriété globale sur ma boîte, parce que je parle de moi, je fais parler de moi, je fais du bon boulot, mes clients parlent de moi. Bref, il y a une audience naturelle, de la réaction naturelle qui se génère par le travail que je fais dans la vie de tous les jours. Ce qui m'amène à un point. Combien ça coûte le référencement ? Alors là, on peut avoir de tous les prix. Parce que forcément, voilà, on a parlé du point que voilà, il y a le contenu, il y a du maillage interne, il y a du fait de faire du backlink, il y a le fait aussi de faire des vidéos. Voilà. Là, on va partir du cas très simple pour commencer. Pour commencer à faire du SEO, en moyenne, le panier moyen, c'est un investissement à 200 € par mois. 200 € par mois, ça représente quoi ? Généralement, ça représente 2 articles ou pages, tout dépend des mots-clés qu'on va cibler. Donc, dans l'objectif de créer un contenu face aux mots-clés cibles sur lesquels on souhaite se positionner. Généralement, c'est comme ça que débutent des travaux de référencement qu'on doit répercuter et travailler tous les mois. Donc, tous les mois, c'est un investissement de 200 € en moyenne. Concernant
J'aimerais bien qu'on reprenne sur les 3 piliers. Oui. Un hébergement permettant d'avoir des vitesses de chargement élevées. Ça coûte combien? Alors, vitesse de chargement élevée, généralement, on est sur du 50 par mois. Cinquantaine d'euros par mois, entre 30 et 60 euros. Ouais, par c'est mois. ça. Ok. La production d'un site de qualité, là, c'est pareil, c'est la guerre, il y en a dans tous les sens. On ne sait pas, d'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi tel site est de qualité et pas ce site. Globalement, ça coûte quoi fabriquer un site au minimum chez Business Antidote? Alors, le minimum qui est prêt pour être excellent en référencement, c'est-à-dire ne pas se mettre des bâtons dans les roues dès la création. Toute la partie technique en place, au vert. Donc, 1000 hors taxe. 1000 euros hors taxe. 1000 euros hors taxe. Plus 39 euros hors taxe par mois pour l'hébergement haute vitesse. C'est ça. Ok, voilà ce que ça coûterait. Sachant que l'ensemble des étapes du référencement, en réalité, si une personne souhaite ne rien payer, c'est possible. Elle apprend à le faire par elle-même. C'est ça. Et elle le fait par elle-même tous les mois pendant des années et des années. Très honnêtement, depuis 14 ans, la plupart des boîtes qui disent « je vais tout faire en interne » ne font rien du tout. Ouais. Je dirais même 100% des sociétés qui m'ont dit « le référencement, on le fait », ils ne le font pas. C'est parce que c'est comme tout. Comme il faut être régulier et que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas sur le bout des doigts et d'ailleurs on n'est pas payé pour le faire, on le fait pour soi-même, parce que quelque chose qu'on fait une fois, 2 fois, on abandonne. Ouais. Ok pour le premier point, le premier technique. Tu m'as répondu aussi sur le deuxième point. Minimum vital pour commencer, progresser step by step. C'est ce qui s'est passé par exemple pour Thomas Zinot, ta entreprise de peinture Paris. On est numéro 1. Ouais. Ça, c'est un client. Ça fait des années qu'il est chez nous. C'est 200 euros par mois, mais pendant des années. Aujourd'hui, il a des positions exceptionnelles en référencement. Donc tu me dis, ok, 200 euros par mois pour fabriquer 2 nouvelles pages de contenu entre 500 et 1000 mots par mois. Et là, tu as une courbe qui progresse, effectivement. Donc 200 par mois si on sous-traite. Pareil, on peut le faire en interne, on peut le faire soi-même. Faut être régulier, faut être qualitatif. Bref, c'est une autre difficulté quand on le fait soi-même. Très bien. Sur l'aspect notoriété, notamment l'achat de backlinks, tu as un ordre de prix de combien ça coûte d'acheter des backlinks, comment on commence, à quel montant on commence et à quel montant on peut aller? La fourchette basse, ça, généralement, elle peut être à 50 euros. Après, ça peut monter à des sommes qui sont des fois complètement exorbitantes parce que tout va dépendre du trust flow du site et donc aussi du coup de la notoriété, du site. Généralement, voilà, il y a beaucoup de sites qui proposent ce type de système de pouvoir permettre de faire des achats de liens, etc. Mais voilà, pour commencer, pareil, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on souhaite faire du backlinks, tout comme le SEO avec la production de contenu, il faut être régulier. Il faut faire attention quand on investit là-dedans. C'est « Ah ouais, moi je vais tout de suite acheter le gros lien à 500 euros. » Non. Si on fait ça, on est mort. Parce que déjà, Google interdit de faire ça. Si toi, petit site qui fait appel à un gros lien à 500 euros d'un coup comme ça, vous allez faire c'est incohérent. t'essayes de m'entuber. Ouais. Sauf que non, faut pas faire ça. Blacklistage direct. Blacklisté et hop, t'es prêt pour recommencer un autre site ou encore. Voilà. Donc en fait, il faut commencer petit, c'est comme tout. Tu commences un point de départ et tu iras acheter des gros liens massifs à la fin. Exactement. Il faut être accompagné pour faire ça. Sinon, c'est sûr et certain que tu vas avoir le fait de dire « Oh, je vais aller acheter celui à 500 », mais derrière, il faut que ce soit bien géré. Alors, tu commences à combien? Ça coûte combien un petit lien sur un petit annuaire? Faut commencer. Alors, un petit lien sur un annuaire, donc les annuaires gratuits, ça coûte que dalle. C'est 0. Si tu le fais toi-même. Si tu le fais toi-même. Et si tu le fais faire? C'est un coût d'une trentaine. Une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros. Donc en gros, tu peux commencer limite avec un coût de 30 euros par mois. 30 euros par mois. 30, 60. Et effectivement, c'est la problématique de l'achat de backlink. Quand tu mets le doigt dedans, c'est que contrairement au SEO, la production de contenu où tu peux mettre 200 euros par mois pendant 10 ans, tu vas avoir une progression. Le problème du backlink, c'est que tu peux pas acheter un petit lien d'annuaire pendant 10 ans. Ça ne t'apportera plus rien au bout d'un moment. C'est-à-dire que tu commences à 30, mais quelques mois après, il va falloir que tu passes à 100, 150, 200, 500, 800, parce que le fait de mettre moins n'a plus d'impact. Plus tu progresses, plus tu dois injecter. Après, moi, sur le backlink, je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai réussi sur la plupart des dossiers, et y compris toi, à obtenir les plus belles positions, les plus concurrentielles, sans backlink.
Généralement, tu sais que quand je suis avec les clients au téléphone, enfin du coup les prospects avant la signature, quand ils me font on veut faire du référencement naturel, on va faire du backlink. Pourquoi faire du backlink? Pourquoi tout de suite faire du backlink? Ah, parce que j'ai vu sur internet que... D'accord, ok. Là, à l'heure d'aujourd'hui, tu as combien en termes de trafic? Ton site, il existe depuis combien de temps? Oh, ça fait que 6 mois qu'on a ouvert notre site. Pourquoi tu vas pas d'abord à fond sur de la production de contenu, et à partir du moment où tu commences vraiment à bloquer pour améliorer tes positions, là, la stratégie backlink peut venir. Moi, selon moi, je commence à parler à un client de backlink, parce qu'on est d'accord, notre rôle en tant qu'agence, c'est d'indiquer au client, voilà comment on pourrait faire en fonction de la taille du client, c'est-à-dire sa capacité financière. Si tu parles à une boîte qui a beaucoup d'investissements possibles à faire, commence le backlink dès maintenant. Ah oui, c'est un super accélérateur. Mais dans la gestion de son argent, oui, bon site, fabrication de contenu, c'est le numéro 1. Si on bloque, à un moment donné, imaginons, il y a une position très intéressante pour nous parce qu'on sait que ça génère pas mal de prospects et qu'on bloque en 5e ou 4e position et que tu as beau faire ce que tu veux, l'article, le contenu, tu l'as lifté 35 fois. Il est magnifique. Il est d'une pertinence exceptionnelle. Il y a une vidéo dedans et t'es bloqué en 4e. Le seul décapsuleur, le seul déverrouilleur, c'est le backlinking. Et c'est là que tu commences à dire, bon, tu la veux ta position, tu veux progresser dans cette position, on est obligé. Je crois qu'on a une bonne vision du prix du référencement naturel. Moi, j'ai une question à te poser par rapport à ça. C'est quoi ton avis sur le fait de... Est-ce que tu penses qu'une entreprise peut se permettre de travailler uniquement que du référencement naturel? Pendant des années, il y a plein de boîtes qui ont juste surfé sur uniquement le référencement naturel. Moi, ma vision, elle est numéro 1. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. D'accord? Pourquoi? Si tu fais que du référencement naturel, que tu commences par exemple à générer des demandes de devis ou faire des commandes en e-commerce, que tu génères par exemple rien qu'avec ce flux, et bravo à toi, 50 000 € de chiffre d'affaires mensuel, que pour assumer ces 50 000 € de chiffre d'affaires mensuel, tu as dû prendre 2 salariés. Du jour au lendemain, Google, je te donne un exemple extrême, du jour au lendemain, Google dit « Non, mais nous, il n'y a plus de référencement naturel, c'est que payant. » Du jour au lendemain, il n'y a plus de trafic, il n'y a plus de commandes, il n'y a plus de business, tu licencies les gens. Ta boîte, elle tombe du jour au lendemain. Tu vends ta maison, tu donnes plus à manger à tes enfants. Trop fragile. Donc déjà, rien que sur ce fait-là, mais ça je le dis pour le référencement naturel, mais je peux te le dire, ta stratégie, elle est full sociale, erreur. Elle est full paid, elle est full Google Ads, erreur. Elle est full Facebook Ads, erreur. Parce que tu es entre les mains d'une seule personne qui décide de ta mort ou de ta vie. Ne jamais placer tous ses œufs dans le même panier, notamment en marketing digital. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, je reviens à ce qu'on s'est dit. Référencement naturel, c'est bien sûr des pratiques propres au référencement naturel, mais c'est une pratique globale, médiatiser sa boîte, faire parler de soi pour monter ta notoriété et prendre des superpositions. Ça veut tout simplement dire que faire du référencement naturel, c'est ne pas faire que du référencement naturel. Il faut accumuler les canaux. 2. 3. Dans le schéma d'un utilisateur, pour qu'il soit convaincu que tu es la bonne personne pour travailler avec lui, pour qu'il ait confiance en toi, pour qu'il soit convaincu que tu es qualifié, compétent, expert, il a besoin de plus qu'une vue, plus qu'une visite. Tu sais, on dit que pour vendre à quelqu'un, il faut avoir eu 7 contacts avec lui. Et c'est pas 7 contacts dans la même journée, dans la même pièce. C'est qu'il faut qu'il t'ait côtoyé, qu'il t'ait vu, qu'il ait eu une interaction avec toi une fois dans la rue, une fois dans le bureau, une fois par téléphone. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la répétition en marketing, c'est très important. Et la répétition multicanale est importante. Ce qui fonctionne, c'est que 1, j'ai tapé un mot-clé. Je suis tombé sur ton site. J'ai pris connaissance de toi. Si tu t'es bien démerdé, tu as mis une vidéo. J'ai vu un peu la vidéo. Je me suis dit, première impression sur ce gars-là, bonne. Je m'en vais, je ne vais pas contacter. Je pars sur les réseaux sociaux. Tu m'as retouché par une publicité en retargeting. Coucou, c'est encore moi. C'est encore moi. Sauf que là, tu as une accroche un peu plus agressive d'un point de vue business. Il y a une offre. Ouais.
déjà, je vais dire honnêtement, que tu me retouches comme ça change tout en termes de capacité, selon moi, à être intéressé par ton offre. Parce que j'ai un peu confiance déjà en toi, je t'ai déjà vu. D'ailleurs, je peux même ne pas me rappeler où. Juste, j'ai ce phénomène de mince, connais ce gars-là. Ouais. Et donc, la confiance a augmenté. Je réceptionne cette publicité, voilà, d'une manière différente. Bon, les jours passent, je vais dans YouTube, là je tape une requête, comparable à ce que j'ai tapé 2 jours avant. Je trouve sur une vidéo de toi, une autre vidéo, dans laquelle tu discutes du sujet qui m'intéresse actuellement, ma problématique sur un autre angle. La boucle est bouclée. À force de répéter les interactions sur cette thématique qui m'intéresse actuellement, le seul et unique personne qui est sorti, qui a émergé, c'est toi. Je te demande un devis. L'offre est bonne. Elle est cohérente en prix. Je signe avec toi. Donc, 1, juste par sécurité, ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. Et puis 2, penser au multicanal pour retoucher, pour avoir un esprit global. Maintenant, clairement, aujourd'hui, je le vois depuis plus de 14 ans maintenant, tu peux très bien créer un site, faire que du SEO, générer du trafic et avoir une boîte qui tourne. Il y a plein de boîtes qui font ça. Mais c'est des boîtes qui peuvent se permettre d'attendre d'avoir des résultats. Parce que, Évidemment. parce que sinon, prenons le cas d'une entreprise qui peut pas attendre d'avoir des résultats. Ah bah, elle n'a pas le choix. Elle peut pas utiliser. Dans tous les cas, elle ne peut pas utiliser une stratégie organique. L'organique, par définition, c'est long. Tu commences aujourd'hui, tu auras des résultats dans plusieurs mois. L'organique, c'est quoi? C'est le référencement naturel. En gros, l'organique, c'est quoi? C'est dès que tu vas faire un mécanisme de communication pour attirer de la visibilité, du trafic, Ouais. et que tu ne payes pas de publicité, tu rentres pas ta CB pour payer de la pub, dès que tu enlèves ça, tu es forcément dans l'organique. Ça veut dire que tu vas utiliser le levier de la communication naturelle. Ça veut dire produire du contenu. Produire du contenu, ça sert en référencement, ça sert sur les réseaux sociaux. Ouais. Ok, potentiellement, ça sert aussi en emailing naturel. Chacune de ces procédures prend du temps. Voilà. Tu commences aujourd'hui, tu as des résultats plus tard. Donc, si tu es dans pas l'urgence, parce que c'est pas tant la question, si tu veux obtenir des résultats rapides, tu n'as qu'un seul choix, la publicité. Puisque là, on parle de référencement, j'imagine que tu veux en savoir plus Exactement. sur le référencement payant, comment ça marche, avantages, inconvénients, face au référencement naturel. C'est ça. Le référencement payant, même procédure. Je souhaite être trouvé lorsque quelqu'un cherche dans un moteur de recherche comme Google. En l'occurrence, prenons Google, 95% de part de marché. Bah là, c'est pareil, sauf que là, tu n'as pas à produire de contenu. Tu vas choisir un mot-clé, recette gâteau chocolat. Tu vas dire à Google, je veux te positionner là. Il va te dire, très bien, pour être positionné dans les 4 premières positions, ça coûte entre 30 centimes et 1 euro. Tu vas par exemple calibrer à dire, ouais, mais moi, je ne veux pas mettre plus de 50 centimes. Très bien, tu ne vas pas mettre plus de 50 centimes, il va te positionner par exemple en moyenne 3e. Je paye, je choisis le mot-clé, je suis affiché, on clique sur moi quand on me cherche. Puis on est content. Ah non. On est affiché. Ah, mais on est affiché, bien sûr. Mais dans la pub, il faut changer de mentalité. On n'est pas forcément content. Bien sûr, si on voulait juste être affiché, être cliqué au début, pensant qu'on allait faire des commandes et des prises de contact, on est content. Mais on est content de 3 jours, parce qu'on se rend compte qu'au bout de 2-3 jours, j'ai payé du clic, j'ai toujours pas de client. Et là, on n'est pas content. Donc là, quand on parle de référencement payant, il faut comprendre la logique derrière le référencement payant. En gros, la logique derrière la publicité. Donc, je vais reprendre pour que ce soit bien clair. J'ai un business, j'ai une série de mots-clés que j'ai analysés sur des outils, SEMrush, dans Google directement. Quels sont les mots-clés réellement tapés par les gens qui pourraient être intéressés par mon service? Prenons une entreprise de peinture. Je regarde dans la liste des mots-clés. Dans la liste des mots-clés, j'ai entreprise de peinture, et j'ai acheté peinture, et j'ai comment faire de la peinture. Donc là, on voit bien que déjà, on revient sur les mêmes manières de travailler que le référencement naturel. Quelle est l'intention? Évidemment, comment faire de la peinture, ça n'est pas un mot-clé à viser. Oui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. En référencement naturel, ça ne me gêne pas plus que ça d'être trouvé, d'être cliqué sur comment faire de la peinture. Pourquoi? Parce que je ne le paye pas au clic. Ouais. J'ai travaillé sur ce contenu, pas pour être trouvé sur comment faire de la peinture, mais pour renforcer un contenu qui m'intéresse. Et il se trouve que je suis trouvé et cliqué là-dessus. Je m'en fous. Je peux être cliqué 20 fois aujourd'hui. Je ne paye pas au clic. Je m'en moque. Je peux avoir donc une stratégie massive d'acquisition de clics. Si même une toute petite partie de ces clics se transforme en vrai business, en vrai argent,
Ça me va. Dans le lot, je ne paye pas au clic. En paid, un clic, c'est une dépense. Bien sûr, un clic ne ramène pas un client à chaque fois. Mais si je commence à diffuser mes publicités sur n'importe quel mot-clé, oui, je suis content, je suis cliqué, et je ne ferai jamais de commande. Donc, je n'aurai pas le Saint Graal dont on a parlé tout à l'heure de retour sur investissement. Alors, le prix du clic. Comment est défini le prix du clic ? Eh bien, le prix du clic est défini par la compétition. Je te donne un exemple très concret. Tu as une entreprise de peinture, j'ai une entreprise de peinture. Tu es donc mon concurrent. Tu veux être positionné numéro 1 sur Paris, sur la zone Paris, lorsque quelqu'un cherche une entreprise de peinture. Donc, pour le mot entreprise de peinture. Je commence ma campagne Google Ads. Je dis, je vais mettre 50 centimes. Et là, toi, tu vas faire juste derrière. Non. Moi, je veux être numéro 1. Je vais mettre 60 centimes. Et puis moi, je dis, non, je suis pas content. C'est moi le numéro 1. Je vais mettre 70 centimes. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. C'est un système d'enchères où celui qui veut être placé le plus haut va mettre le plus cher. Moralité. Le référencement payant, c'est faire une sélection de mots-clés avec la bonne intention, avec le bon taux de probabilité que le plus de clics possible se transforme en plus de demandes de devis ou de commandes. Numéro 1. 2. Mon coût au clic est régi par la pression concurrentielle. Plus je suis dans un marché concurrentiel, plus je vais payer cher mon clic. Monsieur. Le référencement payant, c'est donc la course à deux choses. Qu'est-ce qui peut m'apporter du trafic dans la quantité souhaitée à un coût qui va être plus bas que ce que me génère un client quand je le signe avec lui ou qu'il achète mon produit. Donc numéro 1, la vitesse et le volume. Vitesse, ça c'est le gros avantage face au référencement naturel. Le référencement naturel, j'aurai mes premiers visiteurs et potentiels clients dans plusieurs mois. Ouais. Le paid, Google Ads, c'est demain. Je fais aujourd'hui ma campagne, je clique sur un bouton, c'est demain. C'est instantané. Donc la vitesse, elle est réglée grâce au référencement payant. Elle n'est pas réglée face à l'organique. Deuxième chose, la volumétrie. Je ne suis pas gourmand. Mon entreprise est petite, je n'ai besoin que d'un nouveau client par mois. Je vais être en capacité à dire à indiquer à Google, je ne veux pas mettre très cher au clic. Parce que je ne veux pas être très très haut. Je prendrai que les petites miettes, que les gens qui cliqueront sur moi en 4e position. Je veux pas, faut savoir, faut bien l'indiquer, plus on est haut, plus on a de volume de trafic. Donc, et plus on paye cher, plus on est haut. Donc si je veux pas payer très cher, je vais être plus bas. Je vais donc générer moins de volume de clics. Moins de volume de clics, moins de volume de devis, moins de volume de devis, moins de volume de vente, de commandes ou de clients acquis. Si je suis pas gourmand, j'ai pas besoin de beaucoup, je suis pas obligé de taper fort sur mes clics. Ça, c'est une notion stratégique. Donc le volume indique le prix que ça va coûter. Tu veux plus de volume, tu payes cher au clic. Tu veux peu de volume, tu n'as pas besoin de payer cher au clic. Vient ensuite la notion d'intention sur la notion de qualité. Tu peux générer massivement du clic, pas cher, sur des mots-clés peu concurrentiels. Donc ça veut dire sur des mots-clés que personne ne veut vraiment. Parce que si les gens les voulaient vraiment, ils seraient chers. On est d'accord ? Bah oui, c'est sûr. Les clics pas chers, souvent, c'est les clics que personne ne veut. Et donc, sinon, ils seraient chers. Et donc, du coup, après, c'est plus une... Exactement. On prend le billet et on le crame. Donc, le référencement payant, c'est de la stratégie. La stratégie aussi parce que tu pourrais, ça arrive régulièrement, tu peux t'attaquer à un secteur d'activité qui est concurrentiel tel que tu le vois. Tu dis, waouh, là, je suis sur un marché, je suis sur des clics à 15 €. Il y a plein de marchés, des clics à 15 €. La dernière fois, j'ai eu un client au téléphone. Tout ce qui est dératisation, désinsectisation, c'est quoi changement de canalisation, débouchage. Je commence à rechercher, il est sur du 30 € le clic. Marché extrêmement concurrentiel. Souvent, un marché, par exemple, à forte marge, va attirer plein de gens qui se disent « Mais magnifique, on gagne grave sa vie dans ce marché. » Donc, autant... Donc, ils poussent les clics. Ils veulent tout le trafic. D'accord ? Donc, en fonction du marché, les clics vont être plus ou moins chers. Et en fonction de la qualité du mot-clé, les clics vont être plus ou moins chers. En fonction du volume de marge du marché, les clics vont être plus ou moins chers. Donc, quand je veux faire du référencement payant, je sais que dès demain, je peux avoir du trafic et des clients. Et c'est ça qui est magnifique. Maintenant, c'est pas parce que tu as du trafic et des clients que tu es rentable. Le deuxième enjeu après le volume
et le fait que ça fonctionne, que ça transforme, Mhm. c'est la rentabilité. Cette rentabilité-là, elle s'obtient soit en étant extrêmement stratégique et avoir de la chance de pouvoir taper dans des niches, soit elle s'obtient parce que tu as une structure financière qui te le permet, parce que c'est pas tant la notion de rentabilité, ce que je veux dire par là, c'est pas tant la notion est-ce que je vais acheter mon client moins cher que ce qu'il me rapporte. Dans la plupart des cas, c'est le cas. C'est le cas. Bon, quand tu mets ta campagne Google Ads dans une vraie boîte, qui sait ce qu'elle fait. Alors j'avais un client au téléphone, il a confié ses Google Ads à une boîte. Je ne veux pas citer le nom, mais on voit bien que c'est un stagiaire qui a appuyé sur un bouton, qui a mis 4 mots-clés. En fait, il n'a pas fait mieux que ce que le client aurait pu faire. Ouais. Il a plein de clics, il a plein d'impressions même. Il se demande pourquoi il n'a pas de client. Bon, bah voilà. Donc, tu mets ça dans les mains de quelqu'un qui sait ce qu'il sait faire. Ça fonctionne, ça ramène des clients et c'est rentable. Mais le problème, l'une des problématiques les plus courantes, c'est le cycle de signature. J'ai mes 1 000 €, par exemple, de budget publicitaire. J'ai généré 10 demandes de devis. Sur ces 10 demandes de devis, il y en a un qui va se signer dans 2 mois. Moralité, j'ai mis 1 000 € et ces 1 000 €, je vais les récupérer, je vais avoir mon retour, je vais l'avoir, il n'y a pas de problème. Dans 2 mois, c'est long et j'ai pas la trésor pour attendre 2 mois. Donc en fait, quand on parle de publicité, on parle de est-ce que j'ai une petite part de trésorerie à pouvoir confier à mon acquisition mécanique. Par contre, ce qui est magique dans la publicité, vraiment, c'est le seul canal que je connaisse qui te permet de passer de 0 à 1 million d'euros en poussant sur un bouton. En gros, je te la simplifie. Ouais. L'organique, c'est beaucoup plus long. Mmh. Ok ? La pub, ça peut aller très vite. C'est pour ça que, par exemple, quand on te vend le dropshipping, on te vend le fait de commencer avec 100 € de trésor, d'avoir une rentabilité immédiate et de pouvoir faire 1000, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 100 millions. D'avoir une scalabilité énorme. Ça n'a rien de facile à exécuter, mais c'est vrai que mathématiquement parlant, c'est faisable. Le référencement payant, ensuite, c'est 2 parts de coût. C'est 2 coûts. 2 postes de coût. Quand tu fais du référencement payant, numéro 1, tu payes l'agence qui va exécuter la mission. C'est-à-dire monter tes comptes Google Ads et analyser, parce que c'est surtout ça, la gestion de compte Google Ads, c'est analyser un compte, voir ce que ça produit. Est-ce que ce mot génère des conversions ? Oui ou non ? Est-ce que ce mot-clé génère des conversions ? Oui, mais est-ce que les conversions sont qualitatives ? C'est-à-dire, est-ce que ça se transforme en business ? Parce que tu as plein de mots-clés qui génèrent des demandes de devis. Mais les demandes de devis, les devis ne sont pas qualifiés. Les demandes ne sont pas qualifiées, elles ne se transforment jamais en business. C'est pas l'objectif. Et au final, on revient à ce qu'a bien sûr. C'est la même chose que avoir des clics, bien l'impression, mais derrière, si c'est de la conversion pourrie, ça c'est exactement pareil. Bien sûr. Gérer un compte Google Ads, c'est 1. Est-ce que ça fait des leads ? Est-ce que ces leads se transforment en clients ? Et à quel coût ? Voilà. Pour faire ce boulot de montage et que ce soit vraiment, que ça fonctionne, il faut confier ça à une agence. Je ne connais personne, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a personne que j'ai rencontré dans ma vie d'une boîte qui fait sa propre gestion Google Ads et qui le fait bien avec un degré de performance suffisant. Il n'y en a aucune. Sauf quand la boîte est très grosse et qu'elle a internalisé un gestionnaire de compte. Et encore, même dans ces cas-là, étant donné que la personne ne fait que ça, que dans sa propre structure, elle n'apprend pas des autres dossiers. Dans une agence, nous, quand moi j'apprends quelque chose sur un dossier, que par exemple, quand tu ne remontes pas toutes les convos CPA cibles, que tu es un petit peu trop serré là-dedans, ça a un impact sur la qualité de tes conversions ou le volume de conversion. Quand j'apprends ça sur un compte, je l'applique sur les autres comptes. Donc en fait, travailler avec une agence, c'est toujours bon. Dans la majorité des cas, c'est la bonne solution. Et quand on est seul, quand on a une petite boîte, très honnêtement, on va avoir l'impression de payer moins cher parce qu'on ne paye pas l'agence. Mais en fait, on aura des résultats extrêmement faibles, si ce n'est pas de résultats du tout. Autant passer par une agence dès le départ plutôt que... Pour moi, c'est obligatoire. Parce qu'on a la data. C'est ça, grosso modo. On a la data, on sait faire. En réalité, quand tu payes une agence, qu'est-ce que tu payes ? Une agence, moi, le premier depuis 14 ans, si je devais lister toutes les erreurs que j'ai faites, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu prends une agence Google Ads, qu'est-ce que tu payes en réalité ? Tu payes toutes les erreurs des gestionnaires ou de l'agence qu'elle a fait depuis 10, 15, 20 ans. Chaque erreur en publicité, il faut comprendre que c'est un coût. Lorsque tu ne comprends pas que ton ciblage large modifié produit du clic qui ne convertira jamais, tu perds de l'argent puisque tu achètes des clics qui ne produisent pas de résultats.
Moralité, quand tu prends une agence, ce que tu payes, c'est un gars qui a fait des erreurs sur d'autres comptes avant le tien et qui a dépensé l'argent de quelqu'un d'autre pour ton bénéfice. Quelqu'un qui commence en Google Ads, ou même qui s'est un peu formé sur le Google, des erreurs, il faut en faire des centaines. Chaque erreur peut lui coûter 50, 100, 1000 euros. Quand tu prends une agence, tu prends une capacité à faire le moins d'erreurs possible sur ton compte. Et donc, dépenser de la publicité, dépenser de l'argent le moins possible pour sortir le jus. Ok ? Donc, quand tu prends une agence, tu achètes le moins d'erreurs possible. C'est pour ça qu'il faut prendre une agence extrêmement compétente. Et il ne faut pas le faire soi-même. Ou alors, tu peux le faire toi-même. Déjà, tu peux le faire parce que ça t'amuse. Tu peux aussi le faire parce que juste tu n'as pas vraiment le choix financier et que tu crois que tu vas avoir des bons résultats. Ouais. Tu peux le faire aussi par passion et en travaillant. Par contre, là, si tu travailles pendant 4, 5, 6 ans sur tes comptes Google Ads, tu vas être très bon dans 6 ans. D'accord ? Mais là, on parle quand même de, ok, la publicité, c'est parce que le référencement payant, je vais avoir des résultats relativement rapides. Si c'est pour se projeter à 4 ans, je vais être excellent. Bon, on n'est plus dans la notion de résultats rapides. Donc, poste de coût numéro 1, l'agence. Poste de coût numéro 2, évidemment, le budget publicitaire. Il faut s'imaginer qu'une agence, c'est comme un trader auquel tu confies ton argent pour qu'il le trade sur la plateforme Google. Combien ça coûte de la gestion Google Ads ? Alors là, je vais parler de Business Antidote, de notre agence. Il y a des agences qui sont beaucoup plus chères. Il y a des agences qui sont beaucoup moins chères. Il faut voir ce qu'elles font. Frais de gestion. Si mon client investit entre 0 et 500 euros par mois de budget publicitaire, nous, on facture 250 euros hors taxe par mois de frais de gestion. En règle générale, le montage des campagnes, le setup, le montage du tracking, tout ça, on lui met sans frais. Ouais. Si on a détecté ce client a un beau potentiel, c'est pas impossible qu'on lui monte sans frais. C'est franchement assez souvent. Deuxième palier, mon client va investir entre 500 et 2500 euros, 500 euros par mois de frais de gestion. Mon client va investir entre 2500 et 5000 euros par mois dans Google. On va lui prendre 20% de frais de gestion. Mon client va investir entre 5000 et 10 000 euros et on augmentera les frais de gestion et ainsi de suite et ainsi de suite. Plus mon client va investir, plus ma facturation va augmenter, mais plus mon pourcentage de facturation par rapport à son investissement va baisser. Ok ? Ce qui compte, quand tu pars sur ce modèle, c'est quoi ? On s'en fout. On aimerait pouvoir payer nos clients le moins cher possible, voire même qu'ils soient gratuits, voire revivre l'époque de page jaune où en fait tu le faisais ça, tu avais des clients qui tombaient. On aimerait tous pouvoir vivre ça. Mais ça n'est plus le cas. Capter des clients sur le digital, c'est un excellent moyen. Mais ce n'est pas un moyen facile. Ce n'est pas un moyen où tu prends n'importe qui à pas cher et ça fonctionne. Non. Il faut des gens extrêmement compétents. Et il faut aussi prendre le risque de le faire. Moi, pour plein de dossiers, avant de trouver quelque chose qui fonctionne, je dois faire des tests. Ouais. Ces tests, en publicité, c'est simplement acheter des clics. Et acheter des clics pour que ça ne génère pas de résultat, c'est de l'argent dépensé. Donc en gros, moi, mon enjeu quand je signe avec un client, c'est déjà de détecter, ok, est-ce que ton modèle économique, les marges que tu fais sont bons, sont suffisants pour penser à pouvoir utiliser la publicité. Numéro 1. Numéro 2, est-ce que tu as la psychologie pour le faire ? Est-ce que tu te sens bien avec le fait de pouvoir mettre 500 euros pendant 3 mois pour tester l'idée et de pouvoir peut-être les perdre ? C'est-à-dire, en fait, tu as mis 1500 euros puis tu n'as pas les résultats. Est-ce que tu es OK avec ça ? Il y a des gens qui ne sont pas OK avec ça et il y a des gens qui sont OK avec ça. Ceux qui sont OK avec ça, c'est ceux qui font de la publicité. C'est le principe du casino. Il faut se dire, voilà, je vais dans le casino. C'est extrait du casino parce que le taux de probabilité de gagner au casino, il est très faible. Non, oui, nous, dans notre cas. C'est dans l'image de se dire, quand on va au casino, bon, je vais jouer telle somme parce que je suis prêt à perdre telle somme. Ouais. Et encore, bon, voilà. On aura forcément. Non, c'est ça. Voilà. Un pourcentage de réussite du casino dans l'idée avec un taux de probabilité beaucoup plus élevé. Mais oui, c'est le principe du casino. Et ça, c'est ta capacité à prendre un risque. 1500 euros, ça dépend.
Pour un créateur de boîte, ça peut paraître énorme. Pour plein de boîtes, ça paraît pas non plus dingo. Il y a ça aussi qui joue, c'est-à-dire, est-ce que tu as la trésor? Parce que si tu n'as pas, quand tu ouvres ton compte bancaire, si tu as 1 500 €, tu vas pas prendre le risque sur 1 500. C'est incohérent, ton risque est trop grand. C'est 100% de ce que tu as. Si tu ouvres ton compte bancaire et que tu as 20 000 €, 1 500 €, c'est peut-être pas dingue. Ça va pas te faire tomber ton entreprise. Et ce risque-là, c'est un vrai game changer. Pourquoi ? Parce que la publicité en ligne, il y a un avant et un après. Il y a ceux qui, pendant des années, ont tenté d'avoir des clients, qui ont testé plein de méthodes qui n'ont pas fonctionné et qui souffrent tous les jours de se poser la question, est-ce que je vais avoir un client le mois prochain ? C'est une vraie souffrance. C'est un vrai problème, l'acquisition de clients. Combien de clients j'ai aujourd'hui dans mon portefeuille qui étaient comme ça, qui ont pris le risque de faire cette phase de 3 mois de test et qui, depuis qu'ils l'ont fait, ça roule, ils sont contents, avec des hauts des bas. Mais à l'échelle d'une année, quand ils regardent, ils disent, est-ce que cette année, je suis content en fonction de ce que j'ai investi et de ce que j'ai récupéré ? Oui. Et du coup, la plupart de mes clients sont là depuis des années. Un client qui travaille avec nous, la plupart du temps, reste. Sauf si, sa structure, son modèle économique, ses marges générées ne sont pas bonnes. Exemple dans l'immobilier, campagne qui fonctionne, l'une des dernières qu'on a faites, elle fonctionne. Il y a des bons prospects, ils vont signer, mais parce que c'est de l'IMO et qu'elle n'a pas de trésor, elle ne va pas pouvoir attendre 3 à 6 mois de vendre le bien immobilier, de récupérer sa trésor. Voilà, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, ça n'est pas la faute de la campagne, ça n'est pas la faute de l'agence, ça n'est pas la faute du client, ça n'est pas la faute du marché. C'est la faute du modèle économique dans lequel elle est. Ouais. Ok ? Donc des raisons pour lesquelles... Mais la plupart du temps, 95% du temps, un client que moi j'analyse, que je détecte comme étant potentiellement faisable et qui prend le risque de le faire, est un client auquel j'ai changé la vie de son entreprise et qui restera client chez nous longtemps. Là, parce que c'est l'objectif. C'est bien sûr. Quand on accompagne quelqu'un, c'est pas l'histoire de 3 mois, parce que c'est le temps de faire les essais, c'est vraiment de pouvoir construire quelque chose. Bien sûr. D'aller sur le long terme. Je récapitule. Référencement naturel d'une part. L'organique, une capacité d'avoir des énormes trafics. Par contre, ça prend du temps. Capacité d'avoir du clic gratuit, entre guillemets, donc des conversions gratuites. Mais c'est long. Ouais. Le paid. Je paye au clic. C'est un investissement, j'attends un retour sur investissement et si possible le plus rapide possible. C'est comme ça que ça fonctionne. Les résultats, du jour au lendemain. Voilà les principales différences. Ce qu'on conseille aux clients, c'est de faire les deux. Si possible, fais les deux. Fais le paid pour les résultats tout de suite, fais l'organique pour les grands résultats à long terme. Et fais les deux pour stabiliser ta boîte, la mettre en sécurité. Si demain Google Ads, tu as vécu pendant 2 ans avec des clics à 1 € et que ça marche et que tu es rentable, si demain Google Ads, il y a une concurrence qui arrive et que tu es à 2 € et que tu es plus rentable, si tu as fait les deux, tu peux couper Google Ads et vivre sur l'organique. Tu fragilises moins ta boîte à être multicanal. Minimum, si tu peux le faire, fais les deux. Si tu n'as pas la trésor, fais l'organique, fais le SEO. Si tu as la trésor, fais les deux. J'aimerais bien casser une croyance. Parce que c'est quelque chose que j'ai régulièrement quand même souvent au téléphone. Quand j'ai des demandes pour du référencement naturel. Généralement, je pose quand même la question, ils viennent seulement pour du référencement naturel. Je pose la question de, vous avez réfléchi au référencement payant ? On fait souvent, oui, mais non, ça marche pas. Généralement, j'ai pour habitude de dire que si, ça marche. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Oui, ça marche, mais comme tu l'as expliqué, ça va dépendre du modèle économique ou de la façon dont la campagne a été gérée auparavant. Parce que généralement, c'est des personnes qui ont déjà fait un petit peu de campagne Google Ads. Soit en passant par un freelance ou un petit prestat, ou en le faisant eux-mêmes. Mais quand tu leur demandes un accès au compte, parce que généralement c'est comme ça qu'on fonctionne et que tu constates, généralement c'est plus toi qui viens constater, généralement tu constates que les campagnes elles sont pas optimisées du tout. Et au final, du coup, ils rentrent dans cette croyance de se dire « Ah non, Google Ads, ça fonctionne pas. » Ça, c'est un drame dans notre métier. Ça, c'est un grand drame. C'est-à-dire qu'effectivement, je reprends mon exemple, c'est « Ok, je vais faire de la pub, je vais donc mettre un billet sur la table pour tester l'hypothèse que ce canal d'acquisition qui est la publicité, notamment Google Ads, peut ou non fonctionner pour mon service. » Déjà,
il y a ce petit déclencheur psychologique. Je vais prendre le risque. Ok. Le problème, c'est que si tu prends le risque et que tu es accompagné par, très honnêtement, la plupart des boîtes Google Ads sont mauvaises, y compris dans les grandes agences où c'est le stagiaire, en fait, qui fait les campagnes. Le problème, c'est ce qui va se passer. C'est que tu as les boîtes, elles ont pas, ou alors elles le font en interne. Elles n'ont pas de résultats, donc elles assimilent. Google Ads, pas de résultats. Mais non, c'est Google Ads. Fais comme ça. Parce que tu lui as dit de faire comme ça. Comment ça, tu lui as dit de faire comme ça? Parce que derrière, il y a des stratégies d'enchères. Oui. Si typiquement, par exemple, on va aller chercher maximiser les clics. Généralement, c'est le cas qu'on a très souvent eu. Maximiser les clics. Bah, la personne, Google, il va dire, ok, bah, je vais maximiser les clics. Non, mais alors, il n'y a pas que cette raison-là, il n'y a pas que la stratégie d'enchère, il y a le ciblage, il y a même le choix des mots-clés, il y a la qualité de l'annonce, il y a la landing page qui est un désastre sur la plupart des comptes. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Il y a le tracking, la catastrophe. Rien ne peut marcher sans un tracking de haute qualité. Donc, en gros, c'est ça le drame de notre business. Si toutes les boîtes avaient testé Google Ads avec nous, la plupart des boîtes diraient ça marche et ça marche très bien. Le problème, c'est que quand tu testes Google Ads tout seul, tu as fait toutes les erreurs possibles ou avec un prestataire de mauvaise qualité, bien sûr que tu n'as pas de résultat, ça a été mal fait. C'est pas Google Ads qui marche pas, c'est Google Ads fait comme ça qui marche pas. Ouais. Ça, c'est un gros problème. Et le problème, c'est qu'une fois que tu as pris le risque, que ça ne marche pas, est-ce que tu vas reprendre un deuxième risque? Bah non. Bien sûr que non. Ou t'attendras avant de cicatriser la blessure. De cicatriser la blessure et d'être au pied du mur. Voilà, c'est simple, si un jour tu as testé Google Ads avec un mauvais prestataire, que ça ne marche pas, dans ta tête c'était c'est fini, je ferai plus jamais ça. Tu vois, un de tes copains qui a la même boîte que toi, qui a la même, qui est dans le même secteur et que pour lui ça cartonne, il y a forcément tu vas y revenir. Tu vas dire ok, j'ai compris, j'avais pas le bon prestat, j'avais pas la bonne méthode, bien sûr. Et ça c'est un problème. Mais comme le référencement, combien de fois dans le référencement naturel, combien il y a de boîtes qui alors en gros. Donc, ils ont signé avec une société qui leur a vendu du référencement pour 30 € par mois. D'ailleurs, on leur a menti sur ce qu'il fallait faire sur le référencement. Mais en même temps, on leur a pas menti, on leur a vendu du référencement, c'est-à-dire le fait que son site soit inscrit dans Google. Ouais. On leur a pas vendu du positionnement. En gros, il y a des vendeurs de rêves, il y a des vendeurs de tapis dans notre métier qui sont dramatiques parce qu'une fois que tu as testé un canal d'acquisition et qu'il ne marche pas, tu crois que c'est le canal d'acquisition qui marche pas. Mais non, c'est le fait de l'avoir fait comme ça qui ne marche pas. Et justement, je rebondis là par rapport à ça pour le référencement naturel. Par rapport au choix du prestataire, il y a des points où il faut faire attention. À partir du moment où le potentiel prestataire dit oui, on vous garantit telle position au bout de tant de temps déjà, là c'est un signal d'alerte. Ça c'est un point qu'on ne peut pas prédéfinir. Ouais, c'est ce que veut entendre un client, mais ça ne se prévoit pas. C'est ce que tout le monde veut entendre. Enfin, tu peux le prévoir sur certaines positions. Oui. Le nom de marque. Donc, tu t'appelles les petits dessins de Lily en chocolat. Tu es le seul au monde à t'appeler comme ça. Il est évident que je peux te garantir qu'en dans 2 semaines, quand quelqu'un tapera ça, tu seras premier. Exactement. Voilà. Mais ça, il n'y a aucun enjeu là-dessus. Mais sur les mots-clés avec un tout petit peu d'enjeu, tu ne peux pas dire à une... Tu peux l'estimer. Tu peux dire, écoute, au vu de la concurrence, de ce qu'on va faire, franchement, on va y arriver. Déjà, il y a taux de probabilité. En fait, ce que tu peux dire à un client, c'est le degré de taux de probabilité. Tu peux pas lui dire, ok, donc le 14 janvier, tu seras deuxième. Non, ça c'est impossible. Par contre, tu peux dire, ok, au vu de ce qu'on a, de ce qu'on va faire, le taux de probabilité qu'on arrive première page ou top 5 dans les 3 mois, élevé. Surtout que tu peux pas envisager, tu peux pas prévoir un phénomène. Ça se trouve au même moment, c'est là où c'est ces gens qui mentent. Alors franchement, je comprends, moi, que le client, c'est pas son métier. Il tombe devant un gars, bonne tronche, qui a l'air de savoir de quoi il parle, gentil, bon vendeur. En plus, le client, c'est ce qu'il veut entendre, qu'il sera positionné là, telle date. C'est bon pour moi, merci. Et en plus, le gars, il lui prend 30 € par mois. C'est bénef. Dans un sens, dans sa tête, c'est Noël. Oui, c'est Noël, voilà. Tu avais un rêve? Oui, le rêve, tu peux y aller. Bon, voilà. Mais rien que le fait de dire on va être positionné 2 dans 3 mois, c'est juste impossible parce que tu peux contrôler ce que tu fais, mais tu peux pas contrôler ce que les autres font. Si au même moment, tu as 10 concurrents qui envoient la purée en référencement,
Il est impossible d'être deuxième. Bah oui, c'est impossible. Donc, moi, je dis simplement, pour choisir une boîte, parce que c'est un peu le sujet, et c'est le sujet que j'ai traité sur le dernier podcast avec Maxime. Ouais. Il dit, ok, mais du coup, dans cette espèce de jungle ou choix du prestataire, comment choisir le bon prestataire ? Ben moi, je dis que le seul moyen, c'est comme en politique. Les politiciens qui parlent bien, Il y en a beaucoup. il y en a plein. Et tu connais leur méthode. Ça parle, ça promet, mais lorsqu'il s'agit d'être dans les faits, dans ce qu'ils font, il n'y a plus rien. Dans les agences de marketing digital, et plus globalement dans n'importe quel prestataire, ce qui compte, c'est ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. Tu veux prendre un bon prestataire en référencement naturel ? Demande-lui les mots-clés, avec une certaine forme de compétition dessus, où il y a de la concurrence, où il y a de la difficulté pour se positionner. Où ils sont positionnés. Moi, tu m'appelles. Est-ce que vous êtes qualifié en référencement ? C'est très simple, je vous donne des mots-clés. Tapez prix référencement, on en parlait tout à l'heure. Voilà, je suis le premier. Acheter des leads, voilà, je suis bien positionné. Dans les thématiques, tiens, entreprise de peinture, j'ai un client, vous faites de la menuiserie d'extérieur, ok, tapez tel mot-clé, on est là. On est très bon dans la comptabilité, enfin bref. On a un parc de thématiques où on est capable de prouver que quand tu tapes un mot-clé en naturel, on y est. Ça, c'est le premier point. Dans Google Ads, c'est un peu pareil. Tu es dans la thématique, je sais pas, tu vas dans la thématique de l'immobilier et tu vends des résidences EHPAD. Ouais. Ok, peut-être que je fais pas de l'EHPAD. Bon, tu vois, j'en fais. Mais peut-être que je fais pas de l'EHPAD. Et peut-être que moi, je fais par exemple de la résidence senior. Ou je fais de l'immobilier dans telle thématique. Qui s'y rapproche, les leviers sont les mêmes. Voilà les résultats que j'obtiens. Alors tu masques le nom du client, tu montres pas les secrets de fabrication. Bien sûr, tu montres pas le secret, mais tu montres la data. Dans votre métier, monsieur, il est très probable que j'obtienne ce genre de résultat, c'est-à-dire un taux de transformation à 4,61, un coût au lead à 37,32. Et si vous êtes comme mon client, vous allez pour 20 leads générés, vous allez avoir un client. Voilà. Globalement, j'ai déjà fait ce que vous voulez. Et je vous le prouve, je vous le montre, parce que je vous montre l'interface. Il n'y a pas 36 manières d'avoir... Et puis, bien sûr, si l'agence est à 6 mois, elle n'aura pas de résultat à montrer, et tant mieux, parce que comme je disais tout à l'heure, par définition, notamment dans le payant, malheureusement, un jeune prestataire, une jeune agence, par définition, ça fait pas longtemps qu'elle travaille. Oui. Donc, par définition, ça fait pas longtemps qu'elle produit des erreurs. Donc, par définition, ça va être toi le cobaye. C'est avec l'argent que tu investis dans cette boîte qui va faire les premières erreurs. Il va donc dépenser ton argent pour apprendre. C'est pas acceptable. Prends une boîte où ton argent, tu vas le prendre et les erreurs, elles ont été faites il y a 10 ans. Donc, il ne les fera pas chez toi. Il n'y aura pas d'erreur pour toi. Chaque euro investi sera bien investi chez toi. Ok ? Donc, je comprends bien. Les résultats avant tout. Démonstration des résultats avant tout. C'est la seule manière de choisir le bon prestataire. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour ? Bah écoute, ouais. Je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est bon. Tu me résumes un petit peu en termes de prix, le référencement naturel, référencement payant, ce que ça coûte. Moi, je ferais de même sur le référencement Très bien. naturel. Le référencement payant, 2 postes de coût. Les frais de gestion, le budget publicitaire que tu confies à Google Ads. Je le répète, une agence, c'est comme un trader à qui tu confies ton capital et qui va trader sur la plateforme. C'est pareil. Frais de gestion, tu commences à partir de 250 € et en fonction du volume d'argent que tu vas investir dans les plateformes, cette facturation est amenée à être augmentée. C'est normal, il y a plus de boulot, il y a plus de campagnes, de groupes d'annonces, de points visualisés, de points analysés, de gestion. À partir de 250 € par mois. Ok. Budget Google Ads, il y a des règles qui me permettent de définir un budget, mais pour simplifier, je pense que tu ne peux pas rentrer dans Google Ads si tu n'es pas à 500 € par mois d'investissement minimum. Ok. D'accord ? Budget moyen qu'investissent mes clients normaux, j'irais 1500 à 2000 € par mois. Les dossiers où j'ai les meilleurs résultats, c'est des investissements aux alentours de 5000 € par mois. Il faut déjà être une boîte sympa. Et tu peux monter, évidemment, comme certains de mes clients, à 40, 50, 60 000, 100 000 € d'investissement publicitaire dans Google Ads par mois. Donc, budget publicitaire, on commence à 500. Gestion, on commence à 250. Ok. Bon, pour ce qui est de l'organique, donc, on considère le site
Et donc le site, quand on crée un site, quand on débute, un petit site simple, efficace, 1 000 €. Après, si on vient avec un site déjà préexistant et qui a nécessité du coup de faire une refonte, on commence sur une tranche à 2 000. Après, en fonction des difficultés qu'il y a à rencontrer, ça évolue. Sinon, après, il y a un serveur optimisé qui garantit une vitesse de chargement des pages qui est de façon rapide. On est sur du 39, 49 pour un site e-commerce. Après, on met ça de côté. Ce qui va après jouer, c'est production de contenu. En moyenne, 2 articles. 2 articles, c'est 200 € par mois pour commencer. Généralement, c'est comme ça qu'on commence avec nos clients. On est sur 2 articles par mois pour avoir des bons résultats sur le long terme. Après, il n'y a pas de plafond. Généralement, après, on peut monter très bien à 2 articles par semaine, ce qui fait du coup 8 articles dans le mois. Donc là, après, c'est quand on a vraiment une cadence où on veut envoyer du pâté sur le référencement naturel. Mais voilà, donc production de contenu, 200 par mois. Après, d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte, notamment le backlink, où on peut commencer avec un petit budget, très minimum à 30 €, mais généralement, après, c'est au moins des budgets aux alentours des 500 € pour faire quelque chose de carré au niveau du backlink. Et ça, c'est quelque chose qui vient que à partir du moment où on commence vraiment à bloquer sur le positionnement sur les mots-clés de par la production de contenu. Très bien. Voilà. Bon, Hugo, je crois qu'on a tout dit. Bah, je pense. J'espère qu'on aura renseigné toutes les personnes qui avaient des petites questions sur le référencement. Voilà, et puis on le dit, n'hésitez pas déjà à nous consulter, nous poser des questions pour votre dossier, dans votre thématique précise. Mm-hmm. On est très sympa, on est disponible, on nous appelle. Je suis plus sympa que Guillaume, mais... c'est surtout que toi qui vont avoir au téléphone. Hein. C'est surtout moi, oui. Heureusement, t'es un petit peu plus beau. Enfin bon. Merci mon Hugo. Merci mon Guillaume. À bientôt. Allez, à plus.